Salut, bienvenue dans Face à Pierrot. La tempête s'est calmée. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était pas une vraie tempête hier. Je saurais trop lui conseiller de venir là où j'habite. Pour l'instant, c'était quand même pas jojo. Allez, la première question de la semaine est de AG2020. Cela ne m'a pas toujours valu que des amis, mais j'ai été grand fan de Nicolas Anelka. J'étais au parc pour son premier match et au premier rang à regretter l'impact de son entourage sur sa carrière. Pourriez-vous me dire en toute honnêteté votre avis sur ce joueur et d'éventuelles anecdotes? Ah, Nico. Nicolas Anelka, c'était le prodige de la génération Henri Trezeguet. Tous ceux qui les ont approchés s'accordent à dire que c'était le plus fort des trois. Après, pour des raisons diverses et variées, de choix de carrière, il n'a pas performé comme on pouvait l'attendre, surtout en sélection. Pourtant, il avait tout, hein, la vitesse, la technique, l'efficacité devant le but. Mais voilà, je veux dire, effectivement, son entourage ne lui a pas fait faire que des bons choix. Son caractère aussi lui a parfois joué des tours. Alex Nissa du 06 me dit ton avis sur le gros couac de l'arbitre monsieur Marc Bollangier et de la VAR lors de Angers-Lyon concernant le tacle les deux pieds en avant de Dieng qui n'est pas sanctionné d'un rouge après recours et voire même carton jaune annulé dans un premier temps. Là, sur ce coup-là, je suis d'accord pour charger Bollinger, je suis pas d'accord pour charger la VAR parce que Bollinger met carton jaune en direct pour le tacle et la VAR l'appelle. Si la VAR l'appelle, c'est pas pour lui dire ta sanction a été trop clémente. La VAR l'appelle pour lui dire il y a suspicion de carton rouge. Et là, c'est donc Bollinger qui, en visionnant les images, estime que Dieng joue le ballon. Or, le tacle, qu'on le veuille ou non, il est par derrière. Et qu'en plus, il y a contact avec l'adversaire. Dans tous les cas, pour moi, c'est rouge. C'est une énorme erreur d'arbitrage. Je me souviendrai toujours de Bollinger à Strasbourg-Clermont qui avait pas sifflé une faute de Coffrier sur Ajorc qui devait valoir un penalty au Racing. Et derrière, Ajorc avait été blessé 2 mois. Lintou Scotting Strasbourg. Ah, te voilà, toi. Rosénior qui joue enfin défensif avec un Doucourant en défense centrale. Pour toi, est-ce de bon augure pour la suite de la saison? Je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que Rosénior ait joué défensif, puisqu'il a joué avec Nanassi, Bakwa et 2 attaquants. Je pense surtout qu'il a fait le bon choix en défense d'aligner, pour moi, les 2 meilleurs défenseurs centraux du Racing, c'est-à-dire Sarr et Doucouré. Et qu'effectivement, dans ce match globalement très médiocre, le Racing a finalement été assez peu en danger sur le plan défensif, ce qui est une grande première sur l'ensemble de cette saison. Mais j'ai pas trouvé que la compo était plus défensive que d'habitude. Arkman 07 me dit, est-ce que le football a besoin de se dépoussiérer un peu en termes de règles en vue d'attirer la nouvelle génération? Exemple, l'IFAB va essayer d'instaurer une nouvelle règle, corner pour l'équipe adverse si le gardien garde le ballon plus de 8 secondes. Je suis désolé, je trouve ça complètement con. Un corner, c'est bien parce qu'un défenseur a touché le ballon avant qu'il sorte dans la zone au niveau des buts. Je veux dire, à la limite, on me dirait coup franc indirect, je dis pourquoi pas, mais corner, je vois pas la justification au niveau des règles. Je pense effectivement qu'il y a des règles qui devraient être refaites. Je pense notamment à la règle Wenger sur les hors-jeux, parce qu'il y en a marre de voir des buts refusés parce que le mec, il est 1 centimètre hors-jeu. Ce serait mieux que qu'il n'y ait hors-jeu qu'au cas où l'attaquant, le corps de l'attaquant est entièrement devant le défenseur. Alors évidemment, d'aucuns me diront que ça se jouera à 1 centimètre, mais ce sera dans l'autre sens, ce sera moins frustrant. Benjamin Meunier. Gagnes-tu plus avec ta chaîne YouTube que tu n'en gagnais avec tes blogs Canal ou Yahoo? Oh là là, non. Oh là là, non, mon vieux, là. Vous fantasmez. Mon blog Canal, c'était un contrat global, donc c'est difficile à le quantifier. Yahoo, c'était
c'était 6 fois mieux payé que ce que je gagne avec YouTube, sachant qu'en plus je partage mes gains de YouTube avec Manu qui me fait mes montages et qui fait tout ce que je sais pas faire, c'est-à-dire tout ce qui est technique. Donc non, pour l'instant, c'est pas lucratif du tout. Alex Nissadu 06 me dit Lyon brillant vainqueur à Angers ce week-end, alors que l'année dernière Lyon était une équipe à réaction sous Pierre Sage. Les grandes victoires de Sage sont celles d'avoir réussi à avoir mis en place un jeu plus maîtrisé et d'avoir fait de Cherki un joueur régulier. Je pense effectivement une des nombreuses réussites de Pierre Sage, c'est d'avoir réussi à faire de Cherki un joueur majeur de cette équipe. Et il mérite aussi, on revient à Cherki, parce que avoir un style de jeu aussi puncher que les Cherki, qui à chaque ballon tentent le dribble ou la passe difficile, et avoir un rendement aussi important depuis qu'il est sorti du loft, ça me paraît être vraiment quelque chose à mettre au crédit de Pierre Sage, et j'espère que tout ça sera sanctionné par une sélection pour Cherki en mars, si évidemment jusque-là il continue à ce niveau-là. Benjamin Meunier me dit « Des extraits de Face à Pierrot sont de plus en plus repris par des articles putaclic. Quel est ton sentiment là-dessus ?» Mon sentiment, c'est qu'on me prête qu'aux riches. Si mes prises de parole et mes prises de position sont reprises, ça veut dire que mon avis intéresse encore des gens. Donc moi, ça me fait plutôt plaisir. Après, effectivement, parfois, je vois que mes déclarations sont déformées. Dans ce cas-là, j'interviens pour dire que je suis pas d'accord. Mais globalement, voilà, plus je suis repris, plus ça veut dire que ce que je fais, ça marche et c'est intéressant. Niri me dit « Que penses-tu du rendement offensif de l'OM ? Perso, ça gagne pour l'instant, mais je trouve que c'est quand même poussif en attaque. » Le problème, c'est que on peut pas dire que Luis Enrique soit vraiment un attaquant. Donc t'as que Greenwood et Maupay, avec un milieu de terrain maintenant franchement orienté vers la défense avec l'arrivée de Rabiot, plus le retour en grâce et en forme de Rongier, plus Højbjerg. Donc je pense que en fait l'équipe de l'OM qui se dessine avec De Zerbi n'est pas si offensive que ça. Maintenant, ce qu'on demande à l'OM, c'est de gagner les matchs, c'est pas de mettre 5-0 à tout le monde. Je pense que De Zerbi est encore en train de tâtonner pour chercher la meilleure formule pour son équipe. Malgré tout, on commence à s'approcher d'avoir un truc cohérent. Jackie Boy me dit « Rabiot milite pour faire venir Pogba. Pensez-vous qu'une venue de la pioche soit une bonne idée sportivement ou uniquement financièrement avec la vente de maillots ?» Il faut jamais oublier que ça fait pratiquement 3 ans que Pogba ne joue plus. Entre ses blessures à répétition à Manchester, puis à la Juve, puis les problèmes avec ses frères, puis sa suspension pour dopage, ça fait quasiment 3 ans qu'il est sur le carreau. Ce serait un comeback incroyable. Maintenant, je veux dire, voilà, est-ce qu'il y a une équipe qui est prête à prendre ce risque? Parce qu'il est évident que Pogba, il va pas venir pour deux queues de cerise. Donc il y a un investissement financier à faire sur le joueur. Est-ce qu'un club de bon niveau est prêt à prendre ce risque, ou est-ce qu'on va le retrouver aux États-Unis ou en Arabie Saoudite? Moi, je pense très sincèrement que c'est un trop gros risque de l'intégrer dans un gros club, mais j'espère me tromper. Geoffrey Gagneur me dit « Aimez-vous l'histoire de France, une période favorite ?» Oui, j'aime beaucoup le siècle de Louis XIV, Versailles, tout ça, et ce qui se passait à la cour. Évidemment, la période napoléonienne qui est très intéressante, et puis l'histoire contemporaine. Et comme je l'ai dit lors d'un récent Face à Pierrot, je me suis passionné pour tout ce qui est autour du Troisième Reich pendant le confinement. Donc, qui dit Troisième Reich dit occupation, résistance, Jean Moulin, Klaus Barbie, tout ça. Donc oui, c'est vrai que c'est franchement la période de la Seconde Guerre mondiale en France m'intéresse énormément. Geoffrey Gagneur me dit « Peut-on imaginer que si Monaco avait encore Ben Yedder dans son effectif, il serait au coude à coude avec Paris ?» Après, ça dépend de quel Ben Yedder on parle. Hein. Si c'est le meilleur Ben Yedder, c'est une évidence. Si c'est le Ben Yedder qu'on voyait la saison dernière et qui commençait à être de moins en moins titulaire et qui visiblement avait
des problèmes autres que les problèmes de terrain. De toute façon, aujourd'hui, avec ce qui lui arrive, ça me paraît impossible qu'il puisse jouer dans une équipe de Ligue 1, et c'est d'ailleurs extrêmement dommage. Jackie Boy me dit, hier encore, les fans stéphanois ont craqué beaucoup de fumigènes. Pourquoi tout simplement ne pas légaliser les fumées dans les stades? Alors, je vais, comme toujours, dans ce cas-là, sortir mon argument tellement unpopular. Moi, les fumis, ça me fait chier. Ça me fait chier que les matchs prennent 10 minutes de retard parce que une fois que t'as craqué tes fumis, ben il y a de la fumée, c'est compris dans le titre, et que derrière, ben tu vois plus rien. Voilà, moi ça me fait chier. Ça me faisait chier quand j'étais au stade, ça me fait encore plus chier quand je suis téléspectateur. Alors après, je veux bien que c'est à cause c'était festif, et visiblement c'est la mamelle numéro 1 nourricière des supporters. Je veux dire, voilà, à un moment donné, il va peut-être arriver un jour où on va trouver le moyen d'inventer des fumées qui font pas de fumée derrière, qui font juste un feu de Bengale. Maintenant, est-ce que la fumée ne fait pas partie du plaisir des supporters? J'avoue que ça m'intéresse pas beaucoup. Yvous me dit, Emmanuel Petit a fait allusion cette semaine aux pressions, voire menaces physiques exercées par le PSG sur Mbappé et autres harcèlements. As-tu les infos dessus? Y a-t-il un risque d'être attaqué en diffamation si tu abordes frontalement ce sujet? Je l'ai déjà abordé, ce sujet. Je me souviens, il y a eu un article dans Blast, un article co-signé par Romain Molina, et il se trouve que toutes les informations que j'avais de mon côté ont été corroborées par cet article. Effectivement, je pense que le Paris Saint-Germain s'est plus que mal comporté avec Mbappé à partir du moment où il a informé le club de sa décision de ne pas rester. Encore une fois, je trouve un peu fort de café de reprocher aux joueurs derrière de ne pas faire une faveur au club sur le plan financier, alors que tu as tout fait pour lui pourrir la vie, et qu'en plus tu lui as pas payé ses 3 derniers mois de salaire. Je regrette d'ailleurs que toute cette partie n'ait pas été abordée dans l'interview de Mbappé hier. Je suis d'accord avec les déclarations d'Emmanuel Petit. Et d'ailleurs, ça transpirait un petit peu dans l'interview d'hier, mais ça, je vais y revenir dans la suite des questions. Yvous me dit, que gagnent les petits propriétaires des clubs de Ligue 1? Je veux parler des Kita ou Nicolin, par exemple, pour rester tant d'années malgré les échecs et les rejets. Ça veut bien dire qu'ils y trouvent leur compte. Comment rentabilisent-ils leurs investissements? Ça, c'est très clair, ils les rentabilisent pas, mais pas du tout pour le coup. Je pense que ce soit Kita ou Nicolas, puisque c'est les deux exemples que tu prends, le foot leur coûte de l'argent, et beaucoup d'argent. Après, pourquoi ils continuent? Par amour, par orgueil, par ego, peut-être pour une position préférentielle dans la ville. Alors ça, là, je pense que c'est plus le cas pour Nicolin que pour Kita. Et c'est vrai que par moments, je me demande qu'est-ce qui pousse Kita à continuer à investir à Nantes, alors que la ville entière le déteste et ne souhaite qu'une chose, c'est son départ. Mais voilà, c'est aussi une forme de passion, et quelque part, ça se respecte.